L'Iran est sur le point de signer un nouvel accord et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir l'ancien Premier ministre et actuel chef de l'opposition israélienne, Benjamin Netanyahou. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Nous allons donc parler de l'accord sur le nucléaire iranien. L'accord de Vienne étant loin d'être parfait, mais aujourd'hui, le monde s'apprête à signer un nouvel accord. L'Iran est en train d'enrichir son uranium à hauteur de 60%, va toucher des milliards de dollars grâce à la levée des sanctions. Et pour couronner le tout, le nouveau président iranien est encore plus intransigeant que son prédécesseur. C'est vous qui aviez conseillé aux Américains de se retirer de l'accord de Vienne. Est-ce que c'était une erreur? Non, c'était la seule chose à faire, parce que la seule chose qui fonctionne avec l'Iran, ce n'est pas de lui offrir un deal, parce que l'ancien accord a déjà pavé la voie de l'Iran vers la bombe, mais le nouveau est encore pire. Cela permet à l'Iran, avec l'approbation internationale, d'enrichir l'uranium de façon illimitée. Cela lui donne des milliards de dollars pour continuer ses campagnes militaires au Proche-Orient et dans le monde. Et l'Iran va parvenir à la bombe en préservant cet accord. C'est un terrible accord. Ce qu'il faut faire, c'est imposer des sanctions très déstabilisantes et une menace militaire crédible à l'égard de l'Iran pour s'assurer qu'il démantèle son programme d'enrichissement, ses bunkers souterrains, son programme de missiles balistiques qui permettra à son arsenal nucléaire de parvenir au monde entier, à l'Europe, aux États-Unis. Donc si nous voulons stopper l'Iran, cet accord n'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est de faire pression et c'est ce que j'ai demandé à la précédente administration américaine de faire et c'est ce qu'ils ont fait. Nous nous sommes entretenus avec des habitants d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de Bahreïn, et ils redoutent tous l'Iran autant que nous. Ces pays ont accepté que la campagne de pression maximale de Donald Trump n'était pas efficace et ils sont maintenant tous en relation avec l'Iran d'une manière ou d'une autre. Il semblerait qu'Israël soit le seul pays qui s'oppose à ce régime. Est-ce que c'est une situation durable ? Oui, c'est tout à fait viable. Non seulement c'est viable, mais c'est nécessaire parce que parfois le monde entier cède face à une dictature terrible. Nous l'avons vu au XXe siècle. Tout le monde est allé à Munich. Comme Churchill l'a dit, ils ont choisi le déshonneur pour ne pas avoir la guerre et ils ont eu les deux. Vous ne pouvez pas donner à une dictature comme l'Iran qui dit mort à l'Amérique, mort à Israël et qui conquiert des parties de la région, vous ne pouvez pas lui donner des armes nucléaires ou des missiles balistiques intercontinentaux qui sont capables d'atteindre n'importe quelle ville dans le monde avec des ogives nucléaires. Est-ce que vous voulez donner une arme nucléaire aux ayatollahs? C'est cela que cet accord fait. Et Israël est la seule à faire face à cet accord. Et lorsque j'étais Premier ministre, j'ai dit que je ferais tout, qu'il y ait un accord ou pas, pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Et je pensais ce que je disais. Si vous ne pensez pas ce que vous disiez, vous ne pouvez rien faire. Pendant plusieurs années, l'Iran a fait l'objet des sanctions les plus dures jamais appliquées à un régime. Et pourtant, aujourd'hui, le pays enrichit son uranium à un rythme alarmant. Est-ce qu'il ne faut pas admettre que la campagne de pression maximale n'est tout simplement pas efficace? Et que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu cette campagne? Eh bien, selon le chef de l'AIEA, qui est venu en Israël, je crois, en 2005, il a dit on ne peut rien faire. Dans 6 ans, l'Iran aura l'arme nucléaire. Ça aurait été 2011 ou 2012. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, ils n'ont pas l'arme nucléaire parce que nous avons été des leaders. J'ai mené cet effort, non seulement pour imposer des sanctions fortes, mais aussi pour agir contre le programme nucléaire iranien. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Vous savez ce que nous avons fait. Nous avons envoyé le Mossad au cœur de Téhéran pour ramener les archives secrètes nucléaires qui ont montré qu'ils mentaient au monde. Et ces actions, ces opérations, ces sanctions économiques et la menace militaire, c'est cela qui a retardé pendant 10 ans le programme nucléaire. Alors on ne peut pas dire maintenant, parce que le succès n'a pas été complet, eh bien il ne faut rien faire, donnons à l'Iran ce qu'il veut. Créons une autoroute pour leur permettre d'avoir un arsenal nucléaire. C'est ce que cet accord va faire. Et nous devons nous focaliser sur la bonne méthode, ce sont des sanctions fortes et des opérations.
credible military But there's a threat. big flaw in the maximum pressure campaign, isn't there? And that is China, because China. La Chine sape constamment les sanctions appliquées en Iran et investit des milliards en Iran. No, I don't think Je ne pense pas que ce soit le cas. Et si les pays occidentaux continuent à fuir l'Iran, est-il possible que la relation Chine-Iran se renforce encore davantage ? Laura, laissez-moi vous dire une chose. Si les États-Unis imposent des sanctions fortes, tout le monde, y compris la Chine, eh bien, se range derrière les États-Unis. Parce que les sociétés doivent choisir entre une économie qui a plus ou moins le volume de l'économie israélienne. C'est le cas de l'économie iranienne. Vous savez, Israël est un pays 10 fois plus petit, mais a un PIB beaucoup plus important. Donc si les entreprises doivent choisir entre une petite économie, un petit marché comme l'Iran ou un immense marché comme les États-Unis avec des dizaines de trillions de dollars de PIB, eh bien tout le monde eh bien, se met dans les rangs. Mais si on écarte ces sanctions, eh bien tout le monde dit, eh bien très bien, nous pouvons faire des affaires en Iran. Mais si vous êtes fort et si vous renforcez les sanctions, eh bien les gens doivent choisir, c'est soit l'Iran, soit les États-Unis. Et ils choisissent inévitablement les États-Unis. Okay, now, you mentioned the current. Vous avez parlé du gouvernement américain actuel. Vous étiez très proche de l'ancien président Donald Trump, mais le gouvernement israélien actuel n'a plus la même relation avec l'administration Biden. Est-ce que les États-Unis écoutent Israël et prennent en compte ses préoccupations ? Tout d'abord, j'espère qu'Israël a fait entendre ses préoccupations, parce que nous sommes la première des cibles, mais en fait tout le monde est visé par l'Iran. Je pense que ce qui est important est quelle est la bonne politique et quelle est la mauvaise politique, et pas qui mène cette politique. Vous savez, j'ai rencontré des membres de l'administration américaine qui ont adopté des politiques qui, je pensais être dangereuses pour mon pays. Eh bien, je me suis opposé qu'ils soient républicains ou démocrates. Et en fait, la question, ce n'est pas tant l'identité des gens qui forment l'administration, mais quelles sont ces politiques. Et la politique aujourd'hui est faible, et la bonne politique du point de vue d'Israël, ce serait de s'exprimer contre cette politique. J'ai été devant le Congrès américain pour m'opposer à un président américain en exercice, et je ne l'ai pas fait sans y réfléchir. Je savais que c'était sans conséquence, mais je savais qu'il y avait en jeu la survie de mon pays et d'autres pays, donc je l'ai fait. J'ai parlé devant les Nations Unies, j'ai fait un nombre infini d'interviews, et j'ai réussi à mobiliser le Congrès contre cet accord que je pensais dangereux pour les États-Unis, pour Israël, pour le monde entier. Je pense que c'est cela qu'il faudrait faire aujourd'hui, et si on le faisait aujourd'hui, eh bien les gens paieraient attention. Personne ne doit être plus pro-Israël que les Israéliens eux-mêmes. Personne n'est plus engagé qu'Israël lui-même. Et nous devons faire passer cette passion, cet engagement, cette mobilisation, cette volonté de faire face aux menaces. Et si nous le faisons, les autres nous suivront. Mais ils ne nous suivront que si nous menons le mouvement. Au cours de vos mandats, vous avez toujours mené une campagne diplomatique très agressive contre l'Iran. Avec le recul, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir lancé une opération militaire ? Et si oui, à quel moment auriez-vous envoyé les troupes de Tsahal ? Je ne peux pas vous dire tout ce que nous avons essayé de faire. Nous avons fait beaucoup de choses au cours de ces années. Vous avez entendu parler de certaines de ces choses, d'autres vous n'avez pas entendu parler. Mais je pense que ces actions ont retardé le programme nucléaire iranien. Certains disent, voyez comme ils ont avancé. Mais l'Iran aurait des centaines ou peut-être des dizaines de bombes nucléaires si nous n'avions pas fait tout ce que nous avons fait sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan politique et économique. Et je pense qu'il faut faire plus aujourd'hui, parce que on aurait toujours pu faire d'autres choses. Vous savez, on dit, voilà, le roi Bibi, non, il faut être élu. Mais au-delà d'être élu, il faut avoir une majorité. Je n'ai pas pu faire adopter toutes les choses que je voulais faire. Et je peux dire que rétrospectivement, ce qui est nécessaire, c'est une action consistante, agressive, face au régime le plus agressif et le plus toxique de la planète. Vous ne voulez pas voir les ayatollahs avec l'arme nucléaire. Okay, so
Vous avez accompli quelque chose d'historique, vous avez signé des accords de normalisation avec des pays arabes dans la région, les accords d'Abraham. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont ces accords évoluent sous la houlette du nouveau gouvernement israélien? Je pense que c'est formidable. Voilà, je ne demande pas à ce qu'on me rende hommage pour cela, je ne suis pas là pour ça. Il y a 2 ou 3 choses qui doivent arriver. Tout d'abord, il fallait se débarrasser du veto palestinien. Vous n'allez pas pouvoir avoir accès au monde arabe tant qu'il n'y aura pas de paix avec les Palestiniens, c'est ce que disaient les gens. Mais la paix avec les Palestiniens n'aura pas lieu aujourd'hui parce que les Palestiniens ne veulent pas avoir la paix avec Israël, ils veulent avoir un État à la place d'Israël. Donc en fait, ils opposaient leur veto à tous les plans de paix. Donc il fallait surmonter ce veto palestinien, mais il fallait montrer que ce n'est pas les Palestiniens qui étaient l'accès au monde arabe, mais l'inverse. La deuxième chose, c'était la motivation négative de l'Iran dont vous avez parlé, mais j'ai dit, surtout après mon discours au Congrès, on a vu que j'étais prêt à être confronté même à un président américain pour contrer les ambitions iraniennes, et donc les pays de la région ont compris que Israël était un allié formidable et les pays du Golfe sont venus nous voir parce que eux aussi ils sont sous la menace iranienne comme nous. Et la troisième chose, c'était une motivation positive qui était la promesse de la technologie israélienne dans le domaine de l'eau, de la santé, de la cybernétique et tous les autres domaines. Et ces pays-là ont vu les opportunités qu'ils avaient d'améliorer la vie de leurs citoyens. Et ces 3 éléments, je pense, nous avons surmonté le veto palestinien, nous avons vu la capacité de nous défendre face à l'Iran avec une alliance, et aussi le bénéfice pour les citoyens, c'est cela qui a permis ces accords. Et c'est pourquoi le grand changement des accords d'Abraham a déjà été mis en place dès 2015. Une dernière question rapidement. Il semblerait qu'un nouvel accord avec l'Iran soit sur le point d'être signé. Quel conseil donneriez-vous aux pays impliqués dans les négociations? Est-ce que vous leur conseillerez de se retirer? Oui, bien sûr, ou demander un meilleur accord, un accord qui force l'Iran à démanteler sa capacité, ses infrastructures nucléaires, qui les empêche de développer leurs missiles balistiques, de mettre terme au terrorisme. Il faut que les sanctions dépendent du comportement iranien, et c'est cela que je conseillerais à ceux qui négocient. Mais de mon point de vue, ayant été le Premier ministre d'Israël dans ce genre de circonstances, la chose la plus importante à dire, c'est qu'il y ait un accord ou pas, Israël doit faire ce qui est nécessaire pour se défendre face à cette menace extraordinaire qui remet en cause son avenir.